Bonjour. Excusez-moi, ceux qui sont au centre, merci d'occuper les places au centre pour permettre aux gens sur les côtés de venir à la conférence. Merci. Excusez-moi, la deuxième rangée au fond, est-ce que vous pouvez vous décaler vers le centre, s'il vous plaît, pour permettre aux gens de venir? Oui, la deuxième au fond, c'est ça. Merci. Oui, c'est rouge. Ah voilà, oui, merci. Bonsoir tout le monde. Voilà, je suis heureuse de, enfin, si je puis dire, de modérer ce débat entre spécialistes du monde arabe autour du livre de Didier Billon qui vient de sortir et qui s'appelle Géopolitique des mondes arabes. Voilà. Donc, si vous le permettez, je vais juste faire un petit commentaire d'une dizaine de minutes, après quoi Yves Aubin de la Messuisière et Denis Siffert auront la parole. Non, d'abord Didier quand même qui a présenté son livre. Excuse-moi Didier, c'est quand même la moindre, c'est quand même la moindre des choses. Et puis Yves Aubin de la Messuisière et Denis Siffert feront les commentaires qu'ils voudront. Et puis le débat s'ouvrira avec vous. Voilà. Alors moi, non pas parce que Didier Billon est un ami, mais je vais d'abord dire bravo. Parce que en 40 fiches illustrées, comme dit le sous-titre du livre, avoir réussi des synthèses aussi claires de situations extraordinairement complexes tout de même, sans être simplificateur, et je trouve une performance tout à fait intéressante. Il n'y a dans cet ouvrage aucun simplisme, aucun réductionnisme, qui est pourtant un défaut extrêmement courant quand il s'agit du monde arabe. Et je suis sûr qu'il aidera beaucoup les non-initiés, les non-spécialistes à comprendre, à évaluer et à se défaire d'un certain nombre d'idées reçues et de poncifs qui sont légion dès qu'on aborde la rive sud de la Méditerranée. Je voudrais juste faire dire deux autres choses sur la qualité de ce livre. La première, c'est dans le titre. Géopolitique des mondes arabes. Enfin le pluriel. Enfin le pluriel, puisque, là encore, le singulier, quand on parle du monde arabe, est un exemple patent de réductionnisme. Et on lit cette très vaste région, très hétérogène, au singulier, ce qui me semble en général tout à fait réducteur des différences qu'il y a dans une région qui va de l'océan Atlantique à l'ouest, au golfe arabo-persique à l'est. Donc la complexité de la question est dite dès le titre, et ça, je trouve ça
extrêmement important. Autre chose qui me paraît important, c'est que, contrairement à la doxa qui nous inonde par les temps qui courent, c'est une lecture non confessionnelle de cette région. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. C'est une lecture politique, géopolitique, et bien sûr, les questions confessionnelles ont dans cet ouvrage la place qu'elles méritent, puisque elles sont présentes dans cette géopolitique, mais elles sont une grille de lecture parmi d'autres des soubresauts qui agitent le Maghreb et surtout le Moyen-Orient. Au Maghreb, la question confessionnelle étant beaucoup moins importante. Et donc, c'est plus, Didier Billon se dirige plus vers la question de l'instrumentalisation politique des différences religieuses, et c'est ça qui est important dans cette région, car la question est justement celle des instrumentalisations politiques. Mais enfin, quand même, je voudrais pas être trop laudative, et pour finir, je vais faire 3 petites observations, non, en fait, qui sont des introductions au débat, c'est pas vraiment des critiques, hein. Non, tu peux, n'aie pas peur. Voilà. La première, c'est que les mondes arabes. Je disais il y a un instant que ce pluriel m'apparaît extrêmement important. Et je ne fais pas un plaidoyer pro domo, mais je pense que la question de la singularité maghrébine est minimisée dans cet ouvrage. Je crois que, au travers de la complexité, des différences, de la diversité de ces mondes, il y a vraiment une différence essentielle, me semble-t-il, entre... Bon, tu fais très bien, à mon sens, de parler du monde arabe nilotique, hein, parce que l'Égypte est à elle seule un monde qui n'est ni le Mashrek, ni le Maghreb, incontestablement, qui est l'Égypte. Homodonia, comme ils s'appellent eux-mêmes, hein, la mer du monde, car les Égyptiens sont quand même assez prétentieux sur la profondeur de leur histoire. Mais bien sûr, les relations ont toujours été importantes entre le Maghreb et l'Orient, et depuis l'Antiquité, depuis la plus haute Antiquité, après tout, les Carthaginois descendent des Phéniciens, ce qui est quand même, c'est-à-dire l'équivalent des Libanais actuels. Mais cet Occident du monde arabe, puisque le terme de Maghreb signifie Occident, hein, il ne faut pas l'oublier, a toujours été regardé par l'Orient comme une région pas tout à fait arabe, ce qui est d'ailleurs le cas. Et d'ailleurs, quand on prend aucun des projets de nations arabes qui sont nés au XXe siècle, depuis le début du XXe siècle, n'a jamais intégré le Maghreb dans les projets de nations arabes. Il n'y en a absolument aucun. Donc, je pense que cette différence est importante pour comprendre la très grande diversité des évolutions. Et également, alors là, ce qui m'a un petit peu interpellé, disons, c'est qu'à un moment, tu parles de 3 pays, et tu dis que ce sont les seuls qui ont une profondeur historique frontalière, l'Iran, l'Égypte et la Turquie. Or, les frontières des pays du Maghreb ont une ancienneté beaucoup plus grande que la Turquie contemporaine, qui est pareil. Je ne prendrai que l'exemple tunisien, et vous m'en excuserez. La Tunisie actuelle recoupe presque exactement la province romaine de l'Africa, par exemple, et la frontière entre la Tunisie et l'Algérie a été tracée au début du XVIIe siècle, ce qui est quand même assez important. Deuxième question, celle des minorités religieuses. Tu en parles très bien, moi je trouve. Bon, c'est une question extrêmement compliquée, extrêmement... alors, il me semble que tu fais, Didier, une petite différence, ou une petite confusion plutôt, entre discrimination et persécution. Tu dis les minorités n'ont jamais été discriminées. Or, les minorités religieuses ont souffert d'une discrimination qui est juridique dans la loi religieuse. C'est une discrimination juridique sur le principe de la démir, c'est-à-dire que les gens du livre, les Kiteb, les chrétiens et les juifs, pouvaient pratiquer leur culte à condition de payer un impôt spécifique et de respecter certains interdits, y compris des interdits vestimentaires, etc. Cette discrimination institutionnelle ne veut pas dire persécution constante. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas confondre discrimination et persécution. Il y a des périodes où les minorités ont été persécutées, ou des pays, et des périodes où elles n'ont pas été du tout, et au contraire, où il y a eu des osmoses extrêmement riches entre ces majorités et ces minorités religieuses. Voilà. Bon, je dirais en passant que le départ des Juifs n'est pas seulement dû à la création de l'État d'Israël, mais que les causes en sont beaucoup plus complexes. Et dernière remarque sur la question du mode de production. Tu parles à un moment de la conversion de ces pays au mode de production capitaliste.
Ça me rappelle le livre qu'a écrit un homme politique et chercheur tunisien, Aziz Kerichen, qui s'appelle La promesse du printemps, et qui faisait la remarque suivante dans son ouvrage: si au moins, c'est un vieux marxiste, le bonhomme, si au moins la Tunisie était capitaliste, ça simplifierait quand même les choses. Parce que sous un apparat capitaliste, pourrais-je dire, eh bien, parce que ces pays sont intégrés à la mondialisation capitaliste incontestablement, et à l'économie de marché, mais l'économie de rente, même dans les pays non rentiers, prévaut dans ces pays, et ce sont des économies de type pré-capitaliste, à mon sens, économie de rente, économie de clientèle, structure patrimoniale des économies qui caractérisent ces pays. Cela dit, c'est un vrai débat, et je voulais ouvrir ce débat sur la nature du mode de production dans ces pays. Voilà, moi, ce que j'ai retenu de cet ouvrage, et pour finir, je dis encore bravo, parce qu'il est facile à lire, il est clair, enfin, il a d'immenses qualités. Voilà, merci Didier, et tu vois que c'est pas trop douloureux. Non, ça va. Voilà. Bon, bah, écoute, merci infiniment, Sophie, mais nous ne sommes pas seulement ici pour nous tresser des lauriers. En tout cas, déjà, 2 petits mots. Merci à vous tous d'être présents. En fait, ce livre, ainsi que celui de Marie-Cécile Nave, qui se trouve là, sont 2 bouquins. Alors, elle, c'est sur la géopolitique des États-Unis, qui inaugure une nouvelle collection entre l'Iris et Erol, une collection dirigée par Pascal Boniface. Et c'est une collection qui se veut, tu l'as bien noté, didactique, qui se veut pédagogique, qui se veut destinée justement à un public qui n'est pas de spécialiste. Donc, les bouquins que nous allons faire dans cette collection ne sont pas des essais, mais nous essayons évidemment d'apporter, grâce à ces 40 entrées ou fiches, mais ça c'est un débat que nous avons eu avec Erol, je n'y reviens pas, ce sont 40 entrées sur chacun des thèmes qui va constituer cette collection, et qui, je pense, nous permet d'avoir une approche pluridisciplinaire, à la fois de l'histoire, pas assez, mais bon, nous sommes tous contraints par l'édition elle-même, évidemment politologique, relations internationales, sociologique, économique. Donc il faut être ambitieux, et je pense que cette collection l'est. Si c'est une réussite, mais ça c'est les lecteurs qui le diront, bah, tant mieux. Et puis nous avons aussi décidé de faire un gros effort sur l'infographie, sur la cartographie. Et là, je dois dire un grand merci aux éditions Erol, parce qu'il y a eu un travail, un gros travail, mais je pense que le résultat est au rendez-vous. Alors, quelques mots, moi je ne vais pas abuser de mon temps de parole, sur le titre. Bon, je n'y reviens pas, Sophie en a déjà parlé, mais j'y tenais beaucoup parce que je considère pour ma part que le monde arabe, dont on nous parle très souvent dans les médias, y compris dans les essais, dans les bouquins, ne correspond plus à la situation politique et géopolitique. Bien sûr, je comprends parfaitement, et je tente de l'expliquer, que pour les 400 millions d'Arabes, il y a une sorte de sentiment d'arabité. Mais qu'est-ce que c'est que ce sentiment d'arabité? C'est très difficile à définir. Bien sûr, il y a une histoire, ou des histoires, il y a une langue ou des langues, mais ça, Yves, arabisant notoire, nous en parlera peut-être. Tout cela existe. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de rapport entre tous ces États, cela va de soi, mais outre l'aspect très subjectif de ce sentiment d'arabité, c'est une région qui se distingue quand même désormais par sa diversité. Quand je dis désormais, c'est pas tout à fait d'hier. Alors, ce qui est vrai dans ce sentiment d'arabité, pour finir sur cet aspect, c'est que ce qui se passe à Sanaa interpelle Rabat. Ce qui se passe au Caire intéresse Riyad. Ça, je le comprends parfaitement. Et puis, bien sûr, mais j'y reviendrai dans 2 minutes, ce que je continue à considérer comme un des aspects centraux de la situation dans les mondes arabes, c'est-à-dire la question palestinienne, et l'actualité, évidemment, est là pour nous le rappeler, reste quelque part dans les opinions publiques une préoccupation, comment dirais-je, un dossier de mobilisation, de solidarité. Ça, c'est une réalité, même si les éléments de solidarité ne se manifestent pas forcément de la même façon qu'il y a 10, 20 ou 30 ans, ça, c'est une évidence. Alors, sur les facteurs de diversité, et ils sont très nombreux, donc quelques-uns pour marquer le débat, je n'ai pas prétention ici à être exhaustif, mais tout d'abord, évidemment, les disparités économiques. Alors, je ne vais pas engager tout de suite le débat sur le mode de production capitaliste, mais c'est évidemment un véritable sujet.
Mais les disparités économiques, 2 chiffres simplement, entre le pays, je parle du produit intérieur brut par habitant, le Qatar, c'est 75 000 $. J'arrondis les chiffres. Le Yémen, c'est l'État le plus pauvre, c'est 1 350 $. D'accord ? Et entre ces 2 extrémités, bien évidemment, il y a toute une palette de différences. Mais ces disparités économiques sont véritablement structurantes de la réalité des rapports entre les États qui constituent la région. Disparité, diversité politique, évidemment. Les rivalités sont vives, sont parfois brutales, et là aussi l'actualité est là pour nous le rappeler. Des guerres existent entre des États arabes. Arabie Saoudite versus Yémen, on en parlait tout à l'heure, mais les médias n'en parlent, eux, pas suffisamment du Yémen. Arabie Saoudite-Qatar, 2 États voisins, dont vous vous souvenez qu'il y a presque un an, jour pour jour, les Saoudiens ont voulu mettre un embargo sur le petit Qatar. Bon, on pourrait multiplier les exemples, et évidemment, sur l'Occident des mondes arabes, ce conflit non résolu entre le Maroc et l'Algérie à propos du Sahara occidental. Bien. Donc on peut multiplier les exemples, mais ces rivalités politiques sont évidemment elles aussi structurantes, et il est clair que la Ligue des États arabes, qui a été constituée en 1945, n'est pas efficace. Elle n'a pas de rôle réel. Quelques déclarations lénifiantes de temps en temps, mais les divisions politiques qui existent, qui sont profondes au sein des mondes arabes, impuissantes en réalité, cette Ligue des États arabes fondée en 1945. Rivalité géopolitique, bien évidemment. Alors c'est quand même un des axes structurants du bouquin aussi, mais là, pour aller vite, le rapport des mondes arabes, des États des mondes arabes avec l'Iran, pour nous ramener à l'actualité, il est bien évident que les perceptions ne sont pas identiques selon les pays dans lesquels on se trouve et selon les sous-régions des mondes arabes dans lesquelles on se trouve. Le rapport à Israël, et là je crois, mais le bouquin l'évoque, mais je pense que les événements les plus récents confirment ce que j'avais esquissé, c'est-à-dire que là on assiste à un renversement politique de première importance, avec le soutien de facto, mais de plus en plus public désormais, de l'Arabie Saoudite à l'État d'Israël. Donc ça, c'est une modification géopolitique dont on a d'ailleurs du mal à mesurer toutes les conséquences pour les mois ou les années à venir. Le rapport aux États-Unis, bien évidemment. Donc tout cela montre que, d'un point de vue géopolitique, il n'y a mais aucune unité entre les différents États, et il y a même plutôt des jeux de concurrence. Alors bien sûr, au niveau linguistique aussi, je l'ai évoqué très rapidement, mais ça me paraît aussi important, parce qu'on parle de l'arabe. Oui, certes, c'est la langue, l'arabe littéral, la langue du Coran, mais en même temps, selon les endroits où on se trouve, je pense qu'un Marocain n'a pas immédiatement la capacité à se faire comprendre au Yémen sans un temps d'adaptation. Mais ça, tu en parles aussi beaucoup dans ton bouquin, et je pense que c'est important, on pourra éventuellement y revenir. Alors, sur les minorités confessionnelles ou nationales, je l'ai évoqué aussi, parce que quand on parle, il y a une expression qui m'horripile totalement, c'est le monde arabo-musulman. Parce que le monde arabo-musulman, il est, pour les raisons que j'évoque très rapidement, il est infiniment divers, mais à l'intérieur de ce monde soi-disant arabo-musulman, il se fait qu'il y a aussi des populations qui ne sont pas arabes. Je pense notamment au pluriel aux minorités berbères, aux Kurdes. Donc tout ça, c'est pas totalement négligeable, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis évidemment, il y a les minorités confessionnelles. Alors juives, il n'en reste plus beaucoup dans les mondes arabes désormais, chrétiennes notamment, bon, etc. Et là aussi, j'essaie de développer un peu plus avant ce qui fait aussi la richesse de ce monde, même si ce n'est pas exemple de contradiction, voire de conflits, de tensions de différentes natures. Mais pour autant, au-delà de ces quelques éléments de diversité, de disparité, il y a aussi des points communs, bien évidemment. Il y a aussi des défis qui sont souvent partagés par tout ou partie des pays constituant les mondes arabes, mais ces défis sont souvent partagés en creux. C'est pour cela qu'il y a une difficulté à s'unir. Alors tout d'abord, les systèmes économiques, j'y reviens, qui sont
radicalement inégalitaires. Alors on peut discuter de leur caractérisation, mais ils sont... Alors certes, les mondes arabes n'ont pas le monopole des inégalités sociales, cela va de soi, et on peut en trouver dans beaucoup d'autres, ou dans la quasi-totalité des régions du monde, et en même temps, ils prennent dans les mondes arabes une tonalité toute particulière, parce que c'est une des régions du monde où la corruption, la prévarication, le népotisme, la kleptomanie, je crois que c'est un terme que tu avais utilisé à propos. Kleptocratie. La kleptocratie, pardon, oui, tu as raison. Tout cela, évidemment, est, pour certains États en tout cas, est structurant des États de la région. Bien qu'encore une fois, il n'en ait pas le monopole. Toujours en creux, je me suis un peu interrogé sur la question du droit international. Un droit international auquel nous sommes tous très attachés, qui connaît bien évidemment une difficulté à s'appliquer, mais alors qui a une difficulté toute particulière à s'appliquer dans cette région. Pas uniquement cette région, mais notamment dans cette région. Alors évidemment, on peut reparler de la Palestine. Je me suis amusé, enfin si je puis dire amusé, à faire le compte du nombre de vétos qui ont été utilisés par les États-Unis à propos de discussions et de résolutions au sein du Conseil de sécurité au moment où je l'ai écrit. Donc ça, le manuscrit a dû être terminé il y a quelques mois. C'était 44 vétos utilisés par les États-Unis à propos de la question palestinienne. Bon, sur un autre sujet, la Russie a utilisé pour sa part 9 vétos à propos de la question syrienne. Bon, donc il y en a pour tout le monde. Mais cette question du droit international qui n'est non appliqué, c'est l'expression la plus peut-être chimiquement pure du deux poids, deux mesures. Et ça, c'est profondément perçu par les opinions publiques et par les peuples des mondes arabes. Je vais vous prendre un seul exemple comparatif, en 2 mots. À propos de la question palestinienne, nous savons tous que la résolution, la fameuse résolution 242, qui a été votée en novembre 1967, n'est toujours pas appliquée. Par contre, sur un autre sujet, 1990, l'invasion du Koweït par l'Irak, il y a une résolution qui a été votée le jour même de l'invasion du Koweït par l'Irak, c'est la résolution 678, et qui a été mise en application dès son vote. 2 poids, 2 mesures. Ça induit un certain nombre de frustrations dans cette région, cela va de soi. On pourrait, sur ce droit international, parler du nucléaire et la façon différenciée dont on traite la prolifération nucléaire. Peut-être qu'y reviendra-t-on dans le débat, puisque c'est aussi d'actualité. Autre marqueur, mais en creux, voire en négatif, j'y ai beaucoup insisté, c'est l'autoritarisme politique. Qu'on s'entende bien, c'est un constat politique. Pour moi, il n'y a pas d'essentialisme, il n'y a pas de malédiction anthropologique qui empêcherait le monde arabe ou les mondes arabes à parvenir un jour à des formes d'organisation de la société plus démocratique. Mais ce sont les peuples arabes qui choisiront eux-mêmes. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que, et là je crois qu'il n'y a pas d'exception, dans tous les États arabes aujourd'hui, il y a des formes d'autoritarisme politique, alors certes avec des nuances, et qui sont autant de monolithisme qu'il est difficile à ébranler. Pour autant, cela ne doit pas cacher que derrière ces États autoritaires, autocratiques, il y a des sociétés civiles. Alors, le concept de société civile est toujours un peu compliqué à définir, mais vous avez des sociétés vivantes, plurielles. Vous avez aussi une jeunesse qu'il est difficile à intégrer, mais aussi une jeunesse qui constitue incontestablement une force pour l'avenir de ces régions, de ces États. Ce qui me permet d'arriver, bien évidemment, à l'onde de choc politique qui traverse les mondes arabes à partir de 2010-2011. Je n'utilise pour ma part jamais le terme de révolution arabe au singulier ou au pluriel. Je n'utilise jamais le terme de printemps arabe. Je me contente bien modestement de parler de cette onde de choc politique. Et bien sûr, cette onde de choc politique, elle n'a pas donné les résultats escomptés. Les espoirs qui avaient été formulés à l'époque ne se sont malheureusement pas concrétisés, à l'exception peut-être du pays cher au cœur de ma voisine, la Tunisie. Mais oui, je sais, pour d'autres raisons, Yves. Bon, c'est en tout cas cette onde de choc politique quelque chose qui a révélé un énorme potentiel, qu'il n'y a en réalité pas d'incompatibilité entre mondes arabes, démocratie, exercice des droits démocratiques. Et je crois qu'en réalité, la séquence qui a été ouverte en 2010-2011, elle n'est pas close. Bien évidemment, aujourd'hui,
les peuples qui se sont mobilisés sont plutôt sur la défensive et certains sont sous une répression impitoyable. Les exemples font Flores, mais tout le monde pense évidemment à la Syrie. Mais quelque part, je crois que ça c'est fondamental, le mur de la peur s'est fissuré. Et c'est quelque chose qui est très important pour les années à venir, même si aujourd'hui, ces peuples qui se sont mobilisés sont plutôt sur la défensive. En tout cas, et dernière chose, parce que j'ai presque abusé de mon temps, j'ai aussi tenté de développer, ça je sais que c'est sujet à débat, la question des États-nations. Parce que nous avons tous entendu beaucoup de choses sur les États-nations, notamment en 2014-2015, quand Daesh était dans une phase ascendante de conquête d'un certain nombre de territoires, et nous avons tous lu que c'était la fin des États-nations. Alors ce débat vaut aussi d'ailleurs pour d'autres régions du monde, mais là concentrons-nous sur les mondes arabes. Je n'y crois pas du tout. Je pense qu'en réalité, la remise en cause des régimes ne signifie pas celle des États. Et je trouve aussi que c'est fondamentalement, en partie, le patriotisme des citoyens qui les pousse à se mobiliser. On se rappelle tous que dans les moments ascendants de la mobilisation des années 2010-2011, le drapeau national était brandi par les populations, par les citoyens qui se mobilisaient. Et donc, je pense qu'en réalité, ces États-nations, dont pour beaucoup d'entre eux, ils sont artificiels, ils sont le produit du mouvement de colonisation, décolonisation, mais ils se sont désormais consolidés. Et la question qui se pose désormais, bien sûr, alors c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est confortablement assis dans un amphithéâtre du 11e arrondissement, mais c'est l'ouverture du champ politique. C'est la question de la création d'organisations politiques, syndicales, de la société civile indépendante. Car bien sûr, il y aura de la résistance. Car bien sûr, les États sont prêts à tout pour se défendre, y compris en utilisant les moyens les plus barbares. Régimes, tu veux dire. Pas les Qu'est-ce que j'ai dit? Les régimes. Oui, les régimes. D'accord, excuse-moi. J'ai dit les États? Tu as dit les États. Les régimes, oui, bien sûr. Donc, cela n'exclut évidemment pas qu'il y ait, dans certains cas, la nécrose des appareils d'État, pour le coup, et qu'il y a des États faillis. Alors, le Yémen, la Libye, la Syrie, probablement, en partie en tout cas. En tout cas, c'est un sujet. Mais ce qui me paraît important, c'est que malgré ces difficultés, ces tensions, ces contradictions, le risque, c'est qu'il y ait transformation des liens d'allégeance nationaux aux États-nations en liens d'allégeance strictement communautaires et donc exclusifs, parce que ça renforcerait les contradictions et ça bloquerait en réalité les processus d'ouverture démocratique. Donc, et là c'est mon dernier mot, les processus de transition sont infiniment difficiles, compliqués, problématiques, mais ils sont désormais envisageables parce que justement, les États-nations constituent le cas dans lequel il est possible à terme de les mettre en œuvre. Et je m'arrêterai là. J'étais un peu... Merci beaucoup Didier pour cette présentation très claire que je ne commenterai pas pour l'instant, pour passer directement la parole à Yves Aubin de la Messusière, auteur d'un ouvrage remarqué récent d'ailleurs sur le monde arabe, ou les mondes arabes, maintenant on va adopter cette formule. Ouais. Ouais. Et je vous demanderai aux deux intervenants d'être bref pour que nous puissions avoir un débat avec la salle. Voilà. Il faut que ce soit, pardon, oui, parce que parfois c'est rouge, et là c'est vert, oui, très bien. Bon. Alors merci pour ce livre que j'ai sincèrement apprécié, tant sur la forme que le fond. Hein, la forme de cette présentation, c'est, bon, on l'a déjà dit, les 40 fiches, cette grande clarté, et aussi l'infographie, parce que il existe, moi par exemple, dans mon livre, je n'ai pas pu introduire des cartes parce que l'éditeur Plon trouvait que c'était extrêmement onéreux. Voilà. Mais là, il y a des cartes, non seulement il y a des cartes, mais elles sont extrêmement claires. Et puis l'insertion entre les différentes fiches, du focus aussi, donc d'une lecture extrêmement facile. Et alors là, moi, évidemment, je me sens pas très à l'aise parce que j'ai écrit il y a
édité il y a 1 an et demi un livre qui s'appelle Le monde arabe et le grand chambardement. Pourquoi? Parce que j'estimais qu'il n'y avait pas eu de livre récemment expliquant ce qui se passait dans ce qu'on appelle communément le monde arabe. Donc c'était une facilité, mais dans l'ouvrage lui-même, dans les développements, dans les analyses, j'ai bien dit que dorénavant, le monde arabe devait se décliner au pluriel. Ça, c'est évident. Donc il y a quelques ensembles. Je suis tout à fait d'accord que le Maghreb en soi, c'est même avec la particularité bien de la Libye, mais que c'est plutôt un pôle de stabilité. Donc il y a le Levant, terme que tu contestes, hein, mais qui est qu'on retrouve effectivement dans beaucoup d'analyses et dans beaucoup d'ouvrages. Et puis il y a le Conseil des pays arabes du Golfe là aussi, mais bon, qui devait pouvoir former disons, une entité, disons, extrêmement solide et unie, ce qui est moins le cas depuis qu'il y a effectivement la querelle entre l'Arabie saoudite, le Qatar, et puis il y a aussi d'autres fractures. Alors, ce que j'ai bien apprécié, donc, présentation très claire, très dense en même temps, mais à la fois très synthétique, et donc de consultation assez facile. Et aussi le retour de l'histoire. Ça, c'est très important. Quand on parle du monde arabe ou du monde musulman, il y a dans des ouvrages de géopolitique pas suffisamment de références à l'histoire parce que le passé, moi je dis souvent, c'est un passé qui ne passe pas. Et donc il y a, tu le cites en particulier, quand on a vu l'émergence de l'État islamique, l'effacement de la frontière, qui n'est pas la véritable frontière de Saxe-Picot, puisque Saxe-Picot a donc... ce sont deux plénipotentiaires, l'un britannique et l'un français, qui ont commencé à dessiner la carte de la région et du monde arabe après le démantèlement de l'Empire ottoman. Mais c'est finalement, mais tu le dis très rapidement, c'est San Remo en 1920 qui l'a dessiné au détriment d'ailleurs, il faut le dire, de la puissance coloniale française, hein, et au profit des Britanniques. Mais c'est la perception qui a été importante. Regardez la résonance dans le monde arabe lorsque Daesh a effacé symboliquement ce lieu, parce que beaucoup d'historiens disent mais c'est pas le lieu de la frontière, ça explique, mais une résonance qui a été formidable. C'est-à-dire c'est une manière d'effacer l'injustice de l'histoire. Voilà donc tu expliques aussi clairement donc ce concept d'unité arabe, du monde arabe. Donc l'arabisme, aussi la foi mythique et fantasmée, mais c'est encore une fois le retour de l'histoire. Et alors, comme on le disait tout à l'heure, mais je vais peut-être rajouter quelques éléments sur ces révoltes ou révolutions. C'est difficile, effectivement, mais moi aussi, je conteste totalement l'appellation de printemps arabe ou au singulier, ou au pluriel, et après on va vous parler dans certains livres de l'hiver arabe. Tout ça n'a pas de sens, hein. Les fondamentaux de ces révoltes, disons plutôt de ces révoltes, sont toujours présents, effectivement, dans les sociétés, les ressorts en quelque sorte. Et alors ce qui est important, effectivement, on a pensé à un moment qu'il y avait une forme d'unité d'action dans ces révoltes, dans ces mouvements dans les pays arabes, après ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte, et on a parlé d'effet domino, et on a tout de suite pensé à la Syrie, avec quelle erreur de perception, en raison même, comme tu le dis, la complexité d'un pays comme la Syrie. On ne pouvait pas imaginer que les choses se passeraient de la même manière. Alors, je ne veux pas revenir sur, effectivement, le concept que je développe dans mon livre de l'arabité et de l'islamité. Alors, effectivement, la langue arabe, c'est un vrai problème. C'est toujours, au sein du monde arabe, c'est ce qui unifie, en quelque sorte, effectivement, sur le plan culturel, sur le plan linguistique, parce qu'il y a cet arabe, il y a l'arabe classique. Très intéressant de voir Abou Bakr, le calife autoproclamé, mais qui parle un arabe extrêmement classique, qui n'est pas forcément très bien compris par même ceux qui ont une culture arabe, mais il y a un arabe qui s'est progressivement développé, ce qu'on appelle l'oral wusta en arabe, c'est-à-dire c'est l'arabe médian, qui est l'arabe de la presse, c'est l'arabe du discours politique, et assez simplifié, mais plus proche du classique que du dialectal. Mais moi, quand j'étais au Yémen, il y a une trentaine d'années, jeune diplomate, j'étais le droguement entre des Algériens
et parce qu'il n'avait pas de culture en langue classique, et les Yéménites, l'incompréhension était totale. Ça, c'est une réalité. Et on voit qu'il ne bouge pas beaucoup parce que dès qu'on touche, c'est comme s'agissant du Coran, on est dans le domaine du sacré, et aussi concernant la langue arabe, parce que c'est la langue du texte sacré, là aussi, on touche au sacré. Et c'est extrêmement difficile. À un moment, on avait pensé que les dialectes allaient se développer en littérature. Il y a effectivement un mouvement. Peut-être cela demandera du temps, mais c'est une réalité aujourd'hui. Alors effectivement, moi, quand j'étais en Égypte, par exemple, les Égyptiens, ils affirmaient d'abord leur arabité, leur appartenance au monde arabe, parce qu'il y avait la construction par Nasser du monde arabe, de l'unité du monde arabe, plutôt que de s'affirmer comme égyptien. Mais l'égyptianité est revenue. Et on l'a vu, alors concernant, je parlerai peut-être, mais peut-être dans le débat, parce que je ne veux pas être trop long, la tunisianité aussi s'est affirmée. Même un mouvement comme Nahda, dont la matrice est l'organisation des frères musulmans, ils se sont transformés, je ne sais pas si Sophie est d'accord, en partie, disons, plutôt civil, reprenant peut-être le texte de la Constitution, et il y a une affirmation de la tunisianité. Et tout récemment, regardez ce qui s'est passé, les élections en Irak, avec le mouvement de Muqtada al-Sadr, qui affirme en fait, dans son opposition à des mouvements très proches de l'Iran, il affirme l'irakité du chiisme irakien, donc une forme de chiisme irakien. Et voilà, donc c'est une évolution qui est très intéressante. Alors, ce que je voulais simplement, sur la forme, dire, parce qu'il faut bien faire des observations, c'est quand tu parles du dialogue euro-arabe. Et dans ce chapitre, dans cette fiche, tu insères le processus de Barcelone et l'Union pour la Méditerranée, qui a été, comme on le sait, un échec total. Mais ça n'a rien à voir avec le dialogue euro-arabe. C'était un concept qui avait été inventé, je crois, dans les années 70, à l'époque de Giscard d'Estaing. On parlait du dialogue arabe, comme on parlait à l'époque de politique arabe de la France. C'est un concept que j'ai, comme on peut contester le fait qu'il y ait un monde arabe. Moi, j'ai toujours contesté. J'étais directeur Afrique du Nord, Moyen-Orient pendant 4 ans. Aucune de mes notes, il y avait la politique arabe de la France. Pour avoir une politique à l'égard du Maghreb, c'était la priorité, à l'égard du Machrek, le conflit israélo-palestinien, etc. Voilà donc ce retour. Alors aussi, ah oui, c'est dans la même fiche aussi, petite observation, d'avoir fait jeunesse et femmes. Je pense qu'il aurait fallu, et ça je suis étonné que Sophie n'ait pas réagi là-dessus, il aurait fallu qu'il y ait donc un chapitre, enfin une fiche très particulière. Non, c'est pas mal, non, quand même. Oui, non. Il est handicapé. Oui, voilà. Et compte tenu de ce qui se passe. Non, j'ai demandé une quarantaine de fiches, on me l'a refusé, c'est pour ça. Voilà, tout ce qui se passe, notamment en Tunisie, quand on a vu, regardez, les résultats des élections municipales, dont on a dit que c'est un échec dans la mesure où la participation a été extrêmement minoritaire. Mais on a vu l'émergence des femmes, si bien qu'on voit... Parce qu'elle est obligatoire en Tunisie. Ah non, c'est très bien, elle est obligatoire, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans les conseils municipaux, en Tunisie, il y a plus de femmes qu'en France, qu'en Grande-Bretagne et en Allemagne. Non, mais ce sont quand même des réalités. Et on a bien vu, quand il y a eu, au moment d'élaboration de la Constitution, l'idée de faire de la femme le complément de l'homme, comment les femmes ont réagi. Voilà, donc... Et puis, on le voit même en Arabie Saoudite. C'est peut-être à destination de l'opinion internationale, mais il y a quand même un mouvement, même s'il n'est pas aussi important que dans d'autres pays. Voilà. C'était concernant ces quelques options. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est le chapitre, effectivement, qu'on aurait pu appeler la fabrique de l'opposition sunnisme-chiisme, en lui donnant un aspect et une dimension religieuse, alors qu'elle est politique dès le début. Parce que dès le début, c'était politique, puisque c'était lié à la succession du prophète Mohammed, qui allait lui succéder. Alors finalement, c'est l'un des califes orthodoxes, de ses compagnons, ça n'a pas été Ali, et à partir de là, donc, s'est développé le chiisme. Et donc là, on est dans des rivalités entre les puissances, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Voilà, donc, pour conclure, redisons que ce livre nous sera très utile. Et d'ailleurs, à destination, il n'a pas un caractère, disons, universitaire, il est pour un grand public. Et je pense aussi qu'il serait intéressant, quand on voit la définition, pour les hommes politiques, pour la classe politique. Il y a tellement de confusion dans l'utilisation des différents termes, confusion djihadisme, islamisme, etc., que là, il serait très utile.
Merci. Merci beaucoup, Yves. Denis Siffert, à vous. Alors, je vais ajouter, mais très brièvement, mes louanges à celles qui ont déjà été formulées. D'une part, effectivement, la concision de ces fiches est tout à fait remarquable. C'est une sorte de performance. Mais en général, quand on a affaire à ce genre d'ouvrage avec des fiches, c'est des choses qui sont très factuelles, avec des chiffres très objectifs. J'aime pas trop ce mot, auquel je crois peu, mais enfin, employons-le par facilité. Et là, on a autre chose. Malgré la concision de ces fiches, on a, je dirais pas une forme d'engagement, mais un engagement, disons, dans la lecture, la grille de lecture. C'est pas simplement des données brutes qui sont fournies, mais il y a vraiment des grilles de lecture qui sont analytiques et qui bousculent celles que l'on connaît généralement par les médias en général, mais parfois aussi par des universitaires ou des experts, comme on dit. Et en fait, donc, c'est une double performance, à la fois la concision et en même temps d'avoir eu cette sorte d'engagement, je veux dire au sens le plus large et le plus noble du terme, et d'avoir réussi en si peu d'espace à déconstruire un certain nombre d'a priori. Et évidemment, parmi les a priori qui sont déconstruits et auxquels je suis très sensible, alors je ne reviens pas sur le pluriel des mondes arabes, d'autant plus que moi-même j'ai souvent dit le monde arabe, et même parfois le monde arabe aux musulmans, tout en précisant que ça ne me satisfait pas, mais que je ne trouve pas mieux pour englober une réalité géopolitique qui est évidemment très complexe. Mais au-delà de ces remarques qui ont déjà été faites, je crois en effet, et je crois que c'est Sophie Bessy qui l'a dit, que la vraie performance, la vraie grille de lecture qui donne sa cohérence vraiment à cet ouvrage, c'est le refus d'avoir des lectures confessionnelles. Ça me semble tout à fait important, parce que je crois que nous sommes dans une guerre idéologique, de cette façon, dont on ne connaît pas toujours les protagonistes d'ailleurs. Ce sont parfois des journalistes, ce sont parfois des experts, et parfois des États dont c'est l'intérêt, qui cherchent toujours à confessionnaliser les conflits, parce qu'évidemment, les conflits confessionnels n'ont pas d'issue. Et quand on ne veut pas d'issue aux conflits, on les confessionnalise. Chacun peut penser là à l'allusion que je fais, par exemple, au conflit israélo-palestinien, bien sûr. C'est-à-dire que si on confessionnalise le conflit israélo-palestinien, si on le déterritorialise, si on en fait un conflit entre l'islam et le judaïsme, voire le monde occidental, et le christianisme, le judaïsme d'un côté, etc., et l'islam de l'autre, évidemment, il n'y a pas d'issue, parce que ça veut dire qu'on exigerait, en l'occurrence des Palestiniens, qu'ils abjurent leur religion, qui n'est pas toujours d'ailleurs musulmane, qui est parfois chrétienne, et en plus ils ont le droit même à l'athéisme, même si c'est compliqué parfois pour eux. Mais en tout cas, donc, si on confessionnalise, il n'y a pas d'issue. Et c'est en repolitisant qu'on peut trouver des issues au conflit, parce que là, on a affaire à des conflits de territoire, et on peut trouver des solutions politiques. J'y reviendrai brièvement tout à l'heure. Donc cet aspect de déconfessionnalisation, je le trouve tout à fait central et tout à fait important par rapport à des batailles idéologiques qu'on mène les uns et les autres, ou qu'on subit parfois d'ailleurs de façon un peu inconsciente, mais il y a en permanence cette dualité entre les lectures politiques de ces conflits et les lectures confessionnelles. Et évidemment, parmi cette lecture confessionnelle, il y a aussi, Yves Aubin l'a dit tout à l'heure, la grille de lecture avec l'arc chiite, qui a une réalité géographique, encore plus depuis que les Américains ont donné le pouvoir en Irak à un pouvoir qui est plus qu'en sympathie avec l'Iran. Mais cependant, effectivement, c'est pas la dualité chiisme-sunnisme qui détermine les antagonismes, même si c'est un habillage et même si c'est un facteur qui aggravant, si j'ose dire. Mais en effet, et c'est bien dit dans le livre, c'est en particulier à partir de 79, de la révolution islamique en Iran, que cette dualité est réapparue dans le discours
des analyses et des universitaires. Bon, ça existait avant, mais effectivement, je suis tout à fait d'accord pour dire que dès l'origine, c'est un conflit politique, c'est presque une querelle d'héritage, avec des intérêts très, très particuliers et tout ce qui est de plus matériel entre les chiites et ce qui allait donner ce qui donnerait les chiites et ce qui deviendront les sunnites, les partisans du califat. L'autre déconstruction à laquelle je suis moi très sensible, c'est, parce que là aussi on a affaire à beaucoup d'enfumage, c'est les nuances qui sont apportées, plus que des nuances, des distinctions très fortes, au sein de ce qu'on appelle rapidement l'islamisme, qui existe entre l'islamisme politique et ce que Didier appelle, et je crois qu'il fait référence à Olivier Roy aussi, je ne sais pas qui est vraiment l'initiateur de ce concept d'islamo-nationalisme. Et ça, je crois que c'est très important. Et en particulier, c'est très important pour comprendre le conflit syrien, parce qu'on ne peut pas pratiquer d'amalgame entre des mouvements djihadistes qui sont pour un califat mondialisé, dépassant, transcendant les frontières, et s'attaquant au cœur même des pays occidentaux avec l'idéologie que l'on connaît, et puis des mouvements islamistes qui ne sont pas forcément extrêmement sympathiques pour autant, d'ailleurs, c'est pas ce que je veux dire, mais qui n'ont rien à voir avec Daesh, et qui sont des mouvements qui sont nationalistes, c'est-à-dire qui sont partie prenante de la rébellion, du soulèvement, la révolution. Moi aussi, j'ai employé le mot révolution. C'est assurément une révolution plus qu'inaboutie. Hein. Mais enfin, on peut peut-être se hasarder à employer le mot. Ces mouvements qui font partie donc du soulèvement et qui sont partie prenante donc de la rébellion, c'est pas pareil. Et évidemment, là encore, je prendrai l'exemple palestinien, c'est-à-dire que le Hamas, quand il est assimilé, quand il est amalgamé à Daesh ou par souvent le gouvernement israélien et quelques autres, évidemment, c'est non seulement faux, c'est évidemment une imposture politique, mais c'est rigoureusement inexact parce que le Hamas est une composante du mouvement palestinien. C'est-à-dire qu'il pense son mouvement dans le cadre, disons, du mouvement national palestinien et de l'avènement d'un État palestinien. Alors ensuite, ce qu'il ferait d'un État palestinien, on peut en juger et pas forcément trouver fort sympathique, disons, l'objectif qui est le sien, mais cependant, ça s'inscrit dans cette territorialité de l'histoire palestinienne. Donc les amalgames, quand vous vous souvenez sans doute tous, au lendemain du 11 novembre, quand Sharon a dit que les Palestiniens avaient leur Ben Laden et que c'était Arafat, évidemment, il y avait déjà là l'intention, disons, de transformer le mouvement palestinien en un mouvement islamiste, mondialiste, et surtout pas s'inscrivant dans le combat national palestinien. Et c'était à l'évidence plus qu'une erreur, mais disons une manipulation de l'opinion. Donc on a tout au long de cet ouvrage cette déconfessionnalisation en quelque sorte de la lecture des conflits. Alors, puisqu'il y a eu quelques observations, je vais en risquer aussi moi une ou deux. Une qui est de l'ordre, disons, du débat d'opinion que j'ai eu de temps en temps avec Didier sur la Syrie et qui n'est pas du tout clos parce que l'histoire, hélas, n'est pas dite. Enfin, elle est dite en partie, mais le conflit n'est pas terminé, quoi qu'on en dise. Et il s'est beaucoup métamorphosé. C'est très curieusement, moi, j'ai eu une lecture un peu différente sur la lecture de la presse, en particulier des médias, la lecture dominante, disons, de ce conflit. Et je n'ai pas l'impression que la lecture dominante a été de valoriser, disons, en tout cas, sauf dans les toutes premières semaines, la révolution syrienne. Au contraire, j'ai le sentiment qu'on a beaucoup géopolitisé très vite ce conflit, ce qui est devenu une réalité. Mais cependant, je crains toujours qu'avec cette lecture qui géopolitise très vite et peut-être trop vite
le conflit, on oublie la réalité, disons, du peuple syrien, en somme, et du mouvement démocratique qui a été réel et qui existe encore, même s'il a été, dans une large mesure, vaincu par les deux bouts, c'est-à-dire à la fois par la répression du régime et également par la domination à l'intérieur même du mouvement des djihadistes. Donc il y a cette petite observation que je me permettrai de faire. Et la deuxième, puis je conclurai là-dessus, c'est sur le conflit israélo-palestinien, sur les accords d'Oslo. Parce que la lecture que je fais, moi, de l'échec des accords d'Oslo, c'est pas tant, disons, dans ce qui s'est passé après. C'est-à-dire, il y a eu en effet toute une série de dispositions de la part du gouvernement israélien en particulier qui n'a pas respecté les échéances, etc. Et puis il y a eu l'apparition et la montée du Hamas, les attentats, etc. Mais peut-être faut-il accentuer la critique a posteriori, parce que c'était très difficile sur l'instant, des accords d'Oslo d'eux-mêmes qui portaient en eux-mêmes leur propre échec d'une certaine façon. D'une part parce que, et ça c'est dit je crois dans la fiche que tu as faite, parce qu'en effet les objectifs les plus importants, le statut final, l'énoncé même, disons, de la question palestinienne comme État souverain n'était pas du tout ébauché. Donc il y a en effet là pas un oubli, mais quelque chose qui déséquilibrait d'emblée les accords d'Oslo. Et puis d'autre part, ces accords étaient asymétriques, comme ça a été beaucoup dit, et d'emblée, c'est-à-dire que c'était pas un accord qui faisait référence à un État palestinien, mais entre un mouvement, l'OLP, et un État. Et ça, je crois qu'à partir de là, les dés étaient un peu pipés, sans compter, et c'est peut-être là le principal défaut de ces, si on peut parler aussi légèrement de ces accords, c'est évidemment les zones qui ont été composées. Et je dirais, si j'osais ce paradoxe, que les accords d'Oslo n'ont pas échoué, de certaine façon. Ils ont réussi, mais ils ont réussi dans la mesure même où Israël voulait qu'ils réussissent. C'est-à-dire que ce qui se dessine aujourd'hui, est ce que les méchantes langues dont je suis appellent les Bantoustans, ou les futurs Bantoustans, ne sont rien d'autre que les zones qui ont été dessinées par les accords d'Oslo. Donc nous y voilà. Et ça, je pense que ça mérite d'être souligné, parce que malheureusement, il y a eu de fins stratèges, peut-être d'un seul côté, dans cette affaire. Alors, merci beaucoup. Je vais peut-être, avant d'ouvrir le débat, juste une ou deux... Pour la question de la dénomination monde arabo-musulman, je pense que cette dénomination vient du fait que c'est une distinction entre les mondes musulmans non arabes. Il ne faut pas oublier que les Arabes sont 400 millions, ou les Arabes est assimilé, on va dire, sont 400 millions sur 1,4 milliard de musulmans à peu près aujourd'hui. Hein. Donc, c'est pour faire le distinguo, en fait, entre les mondes musulmans non arabes et la partie du monde musulman, même avec des minorités confessionnelles, bien sûr, mais qui est, disons, dominé par l'arabité. Voilà, c'est un peu comme ça que on peut prendre l'expression arabo-musulman. Moi, j'aurais juste encore une petite remarque sur l'histoire. Effectivement, il est intéressant de voir que ces fiches sont remplies d'histoire, d'une certaine façon, mais j'irai même encore plus loin sur l'histoire. Et là encore, on peut voir la différenciation entre le Maghreb et le Mashrek. Si on demande à un Maghrébin ce que c'est que les accords Saïx-Picot, aucun Maghrébin ne sait ce que sont les accords Saïx-Picot parce que ça ne les concerne pas, absolument pas. Donc, en fait, ils ont une vision très très lointaine du Mashrek, sauf sur la question palestinienne. Donc, la seule, le Yémen également. Allez demander à n'importe quel Maghrébin aujourd'hui la question du Yémen, dire ça ne fait pas partie de leur priorité. La question palestinienne, oui, encore une fois. Et je donnerai un autre exemple de l'histoire qui est très intéressant. C'était Yves, je crois, qui parlait des élections en Irak. Ouais. Oui. Ce qui est extraordinaire dans ce schisme national que tu évoquais, c'est l'alliance du parti de Mortada Sadr
avec le Parti communiste, qui est une vieille histoire irakienne. C'est-à-dire que l'alliance, la base sociale du Parti communiste le plus puissant du monde arabe dans les années 50 était les masses chiites opprimées, en fait. Hein. Et donc là, on retrouve une alliance qui est vieille de 60 ans. Voilà. Donc, et ça, je trouve que c'est un exemple de l'histoire, sans vouloir être exagérément archéo-marxiste, mais je dirais que la vieille taupe est à l'ouvrage quand même, hein, sur un certain nombre de questions. Voilà. Donc c'était juste, j'aurais beaucoup de commentaires à faire que je ne ferai pas parce que il faut pas instaurer de dialogue. Didier, si tu as des commentaires sur les commentaires, à moins que voilà. Donc le débat est ouvert. 4 ou 5 intervenants et puis après oui. Bon, merci beaucoup pour cette merveilleuse présentation. Je n'ai pas encore lu le livre, mais j'ai regardé la table des matières et il m'a semblé qu'il y manquait un concept qui est celui du terrorisme. Certes, dans l'ouverture, vous parlez des enjeux, des enjeux de la région et vous parlez de toute une série de questions. Pour ma part, j'estime qu'il aurait été intéressant d'avoir un paragraphe, une page sur le terrorisme, parce que beaucoup de ces pays ne sont pas seulement touchés par des guerres civiles, mais par le terrorisme. Et le fait est que depuis 2001, au niveau du droit international, après 9/11, le Conseil de sécurité a plus ou moins dit aux États, quand vous voulez lutter contre le terrorisme, vous pouvez utiliser tous les moyens. Et est-ce que ceci n'a pas été une ouverture pour les puissances comme la Russie en Syrie et les États-Unis d'ailleurs également en Syrie, pour les États-Unis au Yémen avec l'utilisation des drones, d'entrer dans cette région en étant couverts dans une certaine mesure par le droit international. Bon, c'est vrai que la plupart du temps, ces pays, ces puissances disent qu'elles interviennent contre le terrorisme à la demande des gouvernements de ces pays, mais est-ce que ce n'était pas un enjeu intéressant à couvrir aussi pour ces mondes arabes? Merci. Oui, merci pour vos réflexions. J'aurais voulu avoir... J'ai une question sur la force des liens nationaux dont vous parliez, qui risquerait certes de se transformer en liens communautaires, mais est-ce que vous auriez des éléments sous-tendant votre thèse? Parce que j'ai un collègue qui prétend qu'ils disparaissent, un de mes collègues que vous connaissez. Et donc, voilà, c'est une question. Est-ce que parmi ces liens nationaux qui sont en train d'exister, malgré tout, est-ce que les littératures en langue dialectale se développent? Vous en parliez, monsieur Ivo Benlamé-Suzière, qui se développent ou pas, ce serait un élément, en effet, qui pourrait sous-tendre ces identités nationales qui existent malgré l'artificialité des frontières. Oui, bonjour à tous. Donc, est-ce qu'il serait possible d'avoir votre analyse et votre perception, votre sentiment sur la situation de l'Égypte actuellement, mais aussi sur les perspectives qui peuvent être dessinées ou les nombreuses, évidemment, inconnues sur l'évolution de ce beau pays? Bonsoir, merci pour vos propositions de... Je suis là. D'accord. Alors, moi, je voudrais parler de ce qui se passe en Syrie. Quand le président syrien a dit que 10 millions de personnes lui suffisaient, et comme aujourd'hui ils sont 22 millions, les opposants peuvent partir, donc on fait tout pour qu'ils partent. Et j'aimerais savoir si ce type de réflexion pourrait aussi, on peut le penser, faire réfléchir Israël et dire qu'après tout, elle n'a pas besoin des Palestiniens et qu'elle peut
déporter tous les Palestiniens, même ceux de 48, et donc récupérer toute la Palestine historique. Merci. Merci. J'ai une question très précise à poser. Est-ce que réellement aujourd'hui, le monde ou le monde arabe, comme vous le dites si bien, puisse avoir véritablement une géopolitique autonome par rapport à l'Occident? Est-ce qu'ils peuvent être libres de faire le choix de leur développement, de leur démocratie, quand maintenant tout le monde s'arroge le droit de bombarder à partir du moment où votre politique ne nous plaît pas? On a peur. Moi, je suis algérienne. Vous avez dit que l'Algérie, il n'y a pas eu un suivi des Algériens quand il y a eu le fameux printemps arabe. Ben, les Algériens avaient déjà passé 11 ans de terrorisme sanguinaire. Qu'on le veuille ou pas, appuyé par beaucoup de puissances contre l'Algérie qui les a combattus toute seule, les Algériens n'avaient pas du tout envie de revivre. Ça, voilà. Donc, ma question, c'est celle-là. Est-ce que vous croyez que le monde arabe, aujourd'hui, puisse se développer de manière autonome, sans les pressions? C'est tout. Bonsoir tout le monde. Ma question est le rôle de l'Occident dans l'émergence du nationalisme arabe. Quelles sont les implications? Et par suite, pendant la Première Guerre mondiale, ça a été quel effet? Merci. C'est une information. Depuis la révolution en Tunisie, je n'ai pas abordé le terme, la discussion sur le terme de révolution, mais j'aurais des choses à dire, mais je ne vais pas le dire maintenant. Simplement, toute la vie politique tunisienne aujourd'hui se passe en arabe dialectal. C'est fini l'arabe classique. C'est-à-dire que pas un homme politique dans un pays comme la Tunisie ne se risquerait à aller faire un discours dans un bled ou dans un village ou dans une petite ville en arabe classique. Et toute la radio, toutes les radios indépendantes sont toutes en dialectal. Donc là, ce qu'on appelle la révolution, ce que certains appellent la révolution, a libéré d'une certaine façon le dialectal par rapport à la langue classique. Et il y a un psychanalyste libanais qui avait expliqué ça, c'est comment il s'appelait, ça va me revenir, Safouan, qui disait la langue classique est la langue du pouvoir. Et donc il est très bon que le peuple ne comprenne pas, quand on parle l'arabe classique, que le peuple ne comprenne pas la langue du pouvoir. Et que donc, l'émergence du classique dans les débats politiques est, à mon sens, un critère de démocratisation extrêmement important. Du dialectal, bien sûr. Oui, simplement, non, rapidement, une petite nuance. C'est concernant la littérature. La littérature, c'est très important. Moi, je me suis beaucoup intéressé, justement, pour savoir, quand j'étais en poste dans les pays arabes, où y avait-il émergence d'une littérature en dialecte? Eh bien, c'est pratiquement inexistant. Parce qu'encore une fois, je me souviens d'un grand linguiste français faisant une conférence à Damas, donc devant des laïcs, qui s'est fait injurier parce que c'est un spécialiste de l'arabe dialectal syro-libanais. Et il ne faisait pas de la propagande, disons, en faveur de la publicité en faveur du dialectal. Et voilà, donc, et puis c'est souvent concernant le Maghreb. Alors, Maghreb, il y a une situation qui est différente. Mais il y a aussi, on se souvient, parce que c'est toujours le passé de la période coloniale, notamment au Maroc. Moi, je suis né au Maroc. Eh bien, il y avait, juste avant l'indépendance, j'étais encore jeune, on nous a imposé à tout le monde, y compris aux Français, dans les collèges français, l'apprentissage de l'arabe, mais uniquement l'arabe dialectal avec des caractères latins. Et ça reste encore dans le souvenir. Très souvent, on dit, ah ben le dialectal, ça,
c'était, disons, l'époque coloniale qu'on voulait nous imposer. Parce qu'on touche au sacré, encore une fois. Donc il faudra sans doute beaucoup de temps. Mais effectivement, dans les radios, effectivement, et dans le discours politique, il arrive, par exemple, le souverain marocain. Il faut se souvenir, quand même à l'époque d'Hassan II, il faisait un discours en arabe classique et il en faisait un en arabe dialectal. Vous voyez, pour pouvoir être compris. Voilà. Oui, enfin, moi, le but, c'est pas que je réponde à toutes les questions. Nous allons répondre à toutes les questions, mais enfin, pour certaines d'entre elles, quand même. Tout d'abord, sur le terrorisme. Alors, évidemment, c'est un absent, mais il y a des contraintes éditoriales. Et pour ma part, j'assume totalement le choix. Consacrer une fiche entière à la question du terrorisme, c'était tomber, de mon modeste point de vue, dans la pensée dominante qu'évoquait tout à l'heure Denis, et que certains ont utilisé à satiété, c'est-à-dire que le terrorisme devenait l'alpha et l'oméga des relations internationales et des relations dans la région. Je suis totalement en désaccord avec ce point de vue. Pour autant, j'essaie de ne pas minimiser l'impact du terrorisme, parce que je sais parfaitement par ailleurs que le terrorisme fait plus de dégâts en termes de morts, de nombre de morts dans ces régions que au sein des puissances occidentales. Mais il y a une question de méthode, c'est-à-dire que, bon, pour ne pas le nommer, vous vous rappelez de Bush, c'était la lutte, comment il disait, la lutte la lutte générale, enfin contre le terrorisme. Oui, c'est l'axe du mal, le bien contre le bien. Bon, mais tout cela est évidemment totalement réducteur et je ne suis pas, non seulement je ne suis pas convaincu, mais je m'oppose de toutes mes forces à ces conceptions très réductrices. Donc j'assume ce choix, mais la violence, c'est pas uniquement des guerres civiles, c'est pas uniquement des guerres interétatiques, il y a aussi la violence terroriste, bien évidemment. Peut-être pour la deuxième édition, nous rajouterons quelques éléments, mais je n'en ferai pas une fiche pour des raisons que je viens de dire très rapidement. Deuxième chose, sur la Palestine, n'y aurait-il pas la tentation pour les dirigeants israéliens de purement et simplement se débarrasser des Palestiniens? C'est probable. Mais attendez, je vais préciser ma pensée. Pour cela, ils n'ont pas eu besoin de Bachar el-Assad. Parce qu'on peut trouver des textes chez les Israéliens, bien avant que Bachar prenne le pouvoir, qui allaient déjà en ce sens. Mais pour être honnête, ce n'est pas en termes d'éradication, ce n'est pas en termes d'extermination, mais ce qui est clair et net, en tout cas de mon point de vue, c'est qu'il y a... Voilà, exactement, c'est la question du transfert, et c'est la volonté, en réalité, qu'il n'y ait pas d'État palestinien. Alors là-dessus, je suis attentif et sensible à la critique amicale de Denis, d'autant que je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'en termes de méthodologie, les accords d'Oslo contenaient en eux-mêmes les résultats négatifs ou les non-résultats que l'on voit aujourd'hui. Moi, je me souviens très bien, parce que nous avons la barbe blanche, donc on a eu quelques réminiscences de cette période. À l'époque, il y a eu une sorte d'illusion collective et médiatique. Ça y est, la paix était faite. Et je me souviens déjà à l'époque, avec l'Iris, entre autres, il y a eu des débats assez sévères. Moi, j'ai toujours été très sceptique, mais j'espérais me tromper. Malheureusement, les faits nous ont plutôt donné raison. Donc c'est tout à fait exact qu'il y avait une asymétrie, certes, entre Palestiniens et Israéliens. Yasser Arafat a reconnu l'État d'Israël, et Israël n'a reconnu que l'OLP, enfin que, entre guillemets, l'OLP. Donc déjà, il y avait là cette asymétrie qui apparaissait, mais plus profondément, la méthode qui consistait à repousser au calendrier grec les questions essentielles, le retour, le statut de Jérusalem, la question de l'eau, la question des frontières, etc., contenait en ses propres dynamiques l'assurance que ça n'aboutirait malheureusement pas. Dernière chose, je ne vais pas répondre à toutes les questions, je pense que les uns et les autres, vous avez aussi vos idées, c'est le but quand même. Le rôle... Enfin, est-ce que ce que vous dites, madame, le monde arabe, les mondes arabes, pourrait être aujourd'hui autonome? Non. Non, pour être clair, non. Déjà parce qu'il y a de profondes divisions que nous avons déjà évoquées, mais en plus, chaque État-nation des mondes arabes, ou constituant les mondes arabes, va développer ses intérêts nationaux. Ça, il n'y a rien de plus normal. Ça ne me choque pas du tout. Alors après, la question, la vraie question, la véritable question, c'est de savoir quel degré de coopération, sur quel terrain. Ça, oui, c'est un vrai défi. Et pour l'instant, c'est un peu chacun pour soi. Donc, je n'ai aucune illusion sur le retour
du mythe de l'unité du monde arabe. Et quand je dis mythe, ce n'est pas péjoratif dans ma bouche. Il y a eu dans les années 1950-60, donc au moment des mouvements de décolonisation, notamment à l'impulsion du bas syrien, puis surtout du nasserisme, cette volonté d'unifier le monde arabe. Et ça, c'est les lettres de noblesse de ce mouvement, bien évidemment. Bon, mais pour une série de raisons, ça a échoué. Mais vous savez, les processus d'unité, d'unification sont toujours infiniment compliqués à résoudre. Et si je me déporte géographiquement, on pourrait parler de l'Union européenne. Il y a là aussi beaucoup de mythes. Et je pense qu'il y a plus de diversité là aussi que d'unité. Mais je ferme ma parenthèse. Donc, non, il n'y a pas possibilité d'affirmation en tant que telle d'un point de vue géopolitique des mondes arabes, des États des mondes arabes. Ça, je n'y crois pas une seconde. Par contre, ce que je peux souhaiter, mais c'est aux Arabes eux-mêmes de le décider, c'est qu'il y ait des formes de coopération, de projets communs, de partenariat, le pousser le plus loin possible. Mais c'est un peu différent. C'est pas tout à fait la même chose. Et dernière chose, sur les liens nationaux. Moi, je suis un partisan des États-nations, ça n'a pas dû vous échapper. Je pense que le cadre d'exercice des droits démocratiques ne peut se réaliser effectivement que dans le cadre, à ce stade, des États-nations. Pour autant, les États-nations, ce n'est pas une donnée ad vitam aeternam. Peut-être que dans 100 ans, mais je ne serai plus là pour en parler, il y aura d'autres formes d'organisation de la société. Probablement, ces modes d'organisation de la société seront dépassés, comme les États-nations ne sont qu'une étape qui ont pris la suite d'autres modes d'organisation. Mais un exemple, je sais bien que c'est un débat, et je ne prétends pas avoir la vérité révélée, mais regardez les projets des néoconservateurs, notamment à l'époque de George Bush. Et reportons-nous très précisément en 2003, au moment de la guerre unilatérale déclarée contre l'Irak. Quel était le projet fondamental des néoconservateurs? C'était justement de détruire les États-nations, parce qu'il fallait les remodeler sur des bases communautaires, confessionnelles ou ethniques, de façon à affaiblir cette région du monde. Parce que derrière, il y a quand même les enjeux pétroliers, etc. Ça, on ne l'a pas abordé. Moi, j'en parle dans le bouquin, enfin, peu importe. Et à un moment de l'histoire récente de l'Irak, on a pu croire que ce pays allait littéralement imploser. Là, le terrorisme, pour le coup, a fait des dégâts mais inimaginables. Nous, la presse nous parle de l'assassinat d'un homme, et il faut en parler. Hein. Je ne veux pas être cynique pendant des heures et des jours, mais à l'époque en Irak, dans les années 2005, 2006, c'était tous les jours qu'il y avait des attentats, et à chaque fois c'était 100, 150 morts d'un coup. C'était quasi quotidien. Donc il faut là aussi relativiser les choses. Et pourtant, et puis il y avait les dynamiques centrifuges kurdes, et puis il y avait la revendication d'un sunnistan, enfin, etc. On se rappelle de cela. Ce projet néoconservateur ne s'est pas réalisé. C'est un échec. Alors la situation irakienne est très fragile, bien sûr, mais ce que disait Yves tout à l'heure sur le résultat des élections est formidablement important et intéressant, et personne ne l'a soulevé. Parce que Moqtada al-Sadr, il est plus nationaliste irakien que chiite, mais les deux ne sont pas contradictoires, bien évidemment. Mais il est chiite irakien, et alors tout le monde nous dit, bah ça y est, c'est le renforcement du... Oui, mais bien évidemment. Et tu parlais du Parti communiste irakien, qui était le plus grand dans le temps, le plus grand, oui, qui ont l'un et l'autre pour des raisons différentes été exterminés, mais tous les cadres du Parti communiste irakien, enfin tous, la grande majorité des cadres du Parti communiste irakien à la belle époque étaient chiites, de confession chiite. Mais ça, c'est la vie. La base sociale du PC irakien était... Pour le reste, il y a d'autres questions, mais oui, on va faire un autre tour. Juste non, mais exprimez-vous. Pour le terrorisme. Moi, je pense que là où Thérèse Gastaud a posé la bonne question, c'est qu'à partir du 11 décembre 2001, le terrorisme, la question du terrorisme a été un effet d'aubaine pour les dictateurs. Septembre, a été un effet d'aubaine pour les dictatures arabes absolument extraordinaire. Ça a été vraiment un effet d'aubaine merveilleux, c'est-à-dire que, bon, au nom de la lutte contre le terrorisme, on pouvait en rajouter une louche sur la répression de toutes les oppositions. Bon, ça a très très bien marché, bien sûr. D'autres... Ça a commencé avec Poutine. Attendez, on va... Ceux ou celles qui veulent prendre la parole demandent le micro et prennent la parole. Ordre et discipline. Voilà. Absolument. Attends, Yves ou Denis veulent peut-être aussi s'exprimer. Oui, enfin non, sur cette question du terrorisme, je pense en effet que ça aurait été désastreux, entre guillemets, j'exagère un peu, de placer un chapitre sur le terrorisme dans cet ouvrage sur les mondes arabes. Parce que précisément, cette association
qui factuellement a pu exister, parce qu'il y a effectivement des Arabes qui pratiquent le terrorisme, mais cette association dans cet ouvrage aurait vraiment conforté, disons, l'idéologie dominante, et je pense que ça n'aurait pas été bon. Pour autant, peut-être aurait-il été possible d'en parler d'une certaine façon, mais surtout sans consacrer un chapitre. Juste un mot sur la question de l'autonomie politique du monde arabe, qui est autonome dans l'univers mondialisé aujourd'hui. La France et l'Allemagne, qui sont confrontés depuis une semaine au diktat américain et qui vont devoir retirer probablement leurs industries automobiles d'Iran, sont-elles autonomes? Donc, alors, il y a une dépendance particulière d'une partie du monde arabe, évidemment. Le pacte du Quincy avec l'Arabie saoudite qui la rend largement dépendante des États-Unis, et réciproquement, je dirais, à certains égards. Et puis autrement, l'Égypte et la Jordanie qui sont subventionnés grassement et qui ont payé ça de l'abandon de la question palestinienne, justement. Donc il y a une dépendance particulière. Mais la dépendance, elle est, hélas, un peu partout, ou peut-être tant mieux à certains égards, parce que c'est aussi une intrication, disons, des relations internationales mondialisées. Y a-t-il encore des demandes? Oui, monsieur. Micro, madame, après, oui. Merci. Merci. Je voulais revenir sur la notion de politique arabe de la France, parce que j'ai vu ton chapitre et j'ai vu ce qu'a dit Yves, et moi je me méfie beaucoup, pardonne-moi, de ceux qui disent qu'il n'y a pas eu de politique arabe de la France, parce que en fait il y en avait une. Elle a commencé à la fin du général de Gaulle, elle s'est terminée en gros avec Chirac, et qui dit une politique arabe dit une clé, un formatage, et cette clé, c'est le problème palestinien. Et ceux qui disent qu'il n'y a pas eu de politique arabe de la France sont ceux qui, en fait, disent il n'y a pas de problème palestinien. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire ceux qui se réjouissent qu'il n'y ait plus de politique française vis-à-vis du problème palestinien. Or, vous avez dit vous-même à plusieurs reprises, les uns et les autres, que le problème palestinien reste quand même un problème clé de l'ensemble du monde arabe. Madame, ici, j'ai une... comment dirais-je? C'est une question, mais également une sorte de contribution, oui. La première concerne l'opposition que vous faites plus ou moins entre le Mashrek et le Maghreb. pas une opposition. Une division, vous disiez? Non, pas une division, c'est une différence. Une distinction. C'est ni une opposition. Autant pour moi. Ce n'est ni une opposition, ni une division, c'est une différence. Voilà. Donc une différence qui fait que les sujets par lesquels les individus sont concernés vont être différents selon la région. Donc vous faisiez allusion au Yémen. Donc au Maghreb, effectivement, les populations ne sont pas directement concernées par ce conflit. Mais vous ne pensez pas que c'est aussi lié au manque d'informations de par les médias de ces pays en question qui ont des relations étroites avec l'Arabie saoudite, qui reçoivent notamment des dons de la part de certains pays comme les Émirats, etc. Et qu'au final, c'est plus une question politique qu'une question de « ça ne me concerne pas, je ne veux pas savoir ». Ensuite, j'avais une question concernant le terrorisme. Pensez-vous qu'il y aurait une corrélation entre les inégalités sociales qui sont assez frappantes dans les pays du Maghreb et le fait du coup d'être sans emploi, de ne pas avoir de revenus et puis de choisir entre guillemets la facilité, enfin plutôt la difficulté au final, en s'engageant pour des organisations terroristes? Parce que du coup, je suppose que dans les pays aisés, il va y avoir moins de problèmes qui vont passer du côté obscur de la chose. Encore, on va dire 2 questions. Si oui, bien sûr. Voilà. Oui. Est-ce que vous êtes fâché avec l'Égypte? Non, j'aime beaucoup l'Égypte. Non, je pensais que... Je vais répondre. Je pensais que mes collègues allaient répondre, mais ils ne le veulent pas, alors je vais le faire. Ça, je considère pas. On répond pas. Encore. On a pris votre question, monsieur. Bon, sinon je vais. Oui, attends, moi je vais. Attends, je vous laisse la parole. Enfin, je prends la. Non. Mais non, je voulais revenir sur l'Égypte.
sur la politique arabe de la France, là. Mais non, je vais laisser Yves, parce que c'est le spécialiste de ces questions, puis il a beaucoup pratiqué. Mais moi, je dis que c'est une... je reprenais ce que j'ai lu, parce que je ne l'ai pas appris par cœur cet après-midi. Donc je voulais vérifier, je dis que c'est une formule ambiguë. En tout cas, je prends les bonnes leçons de mes amis diplomates. Je suis mesuré. Mais oui, en fait, cette critique sur la politique arabe de la France a surtout été utilisée par ceux qui étaient contre De Gaulle et la politique gaulliste. Et en fait, moi j'entends souvent, venant de Tel Aviv par exemple, cette ancienne consistante à dire la France est pro-arabe. Mais la France n'est pas pro-arabe. La France a ses intérêts et conjoncturellement, elle peut passer des partenariats, faire des projets avec tel ou tel pays des mondes arabes. À ce propos aussi, sur le dialogue euro-arabe, j'ai bien entendu ta critique, Yves, mais j'ai utilisé l'expression parce que je ne supporte plus ce qu'on appelle le processus ou le dialogue euro-méditerranéen. Ça ne veut rien dire. C'est comme si on discutait avec la Méditerranée. Donc, ce seraient les Arabes qui seraient méditerranéens et nous pas. Mais c'est absurde. C'est pourquoi je préfère, avec les limites, et j'entends ta critique, il n'y a pas de difficulté, mais à l'expression partenariat ou dialogue ou projet euro-arabe, mais surtout pas euro-méditerranéen. Oui, mais ça ne concerne pas ce dialogue... disons, Yves, le micro. Non, l'Union pour la Méditerranée, dont tu parles, et le processus de Barcelone. Le micro. Et le processus de Barcelone et l'Union pour la Méditerranée inclut des pays non arabes. Hein, c'est pour ça, c'est cette réalité. Arabe. Oui. C'est ce que je dis. Non, des pays. Mais non, il y a Israël, il y a la Turquie aussi qui est partie prenante. Et c'est pour ça que c'est un concept, faire très attention, parce qu'on a l'impression qu'à un moment, peut-être, il était justifié. Alors, pour revenir, parce que tout ça est lié à la politique arabe de la France, qui était justifié au moment du général de Gaulle. Nous étions en rupture avec le monde arabe, parce qu'il y avait, pour deux raisons, donc il y avait la guerre d'Algérie, et puis le soutien de certains pays arabes, et il y a eu aussi l'affaire de Suez, et qui a fait qu'on était de facto en véritable rupture. Donc il fallait reconstituer, disons, ce lien avec le monde arabe, qui s'explique pour des raisons historiques, culturelles, de proximité, enfin, etc. Et humain aussi, migration. Très bien. Et ça a été la politique du général de Gaulle, qui a été suivie par Pompidou en lui donnant une dimension économique, pour pouvoir reconstituer des marchés importants, parce que les pays du Golfe, l'Arabie saoudite et beaucoup d'autres. À ce moment-là, disons, cette appellation se justifiait. Mais au fur et à mesure, le dernier discours d'ailleurs concernant la politique arabe de la France, c'est Jacques Chirac, en 1996, au Caire. Il y a eu ce grand discours. Quoique, c'était un discours sur la politique arabe et méditerranéenne. Donc, laissant entendre qu'il fallait inclure d'autres pays. Mais maintenant, là, on serait dans la contradiction, dans la mesure, pourquoi parler de politique arabe de la France alors que la réalité sur le terrain, et qu'on conteste là, ici, autour de cette table, et je pense la plupart des participants, le fait qu'il y ait un monde arabe. Parce qu'il y a des mondes arabes. Alors, ce que je privilégiais lorsque je dirigeais la direction Afrique du Nord, Moyen-Orient, il y a la politique maghrébine. Nos intérêts, les proximités pour toutes sortes de raisons, sont là. Il y a le Machrek. Et bien entendu, on a toujours été très présents et impliqués, et encore maintenant, contrairement à ce que l'on dit, même si... Est-ce qu'on veut parler de perte d'influence sur le dossier israélo-palestinien? C'est une question structurante de la politique étrangère de la France. On voit le président de la République, là, actuellement, qui se place dans une ligne qu'on appelle gaulo-mitterrandienne, qui est effectivement contestée par d'autres. Mais il y a une partie de la réalité. Donc, je pense qu'on sera toujours très présent sur ce dossier. Donc, alors, ce qui fait que ça pose un problème de relation avec, effectivement, les Arabes, les Palestiniens et aussi les Israéliens. Avant de te contraindre à parler de l'Égypte, tu disais, parce que sinon ça va fâcher un monsieur, je voudrais juste répondre à madame sur la question simplement, je disais que ce monde dit arabe qui va de l'Atlantique au Golfe arabo-persique et pétri de ses diversités, le Yémen c'est très loin, vous savez. Le Yémen est, par sa culture, par son histoire, est beaucoup plus proche de l'Éthiopie et de l'Érythrée que du Maroc. C'est 15 km, le détroit de Bab el-Mandeb, non, un peu plus. Bon, mais enfin, il est quand même extrêmement étroit. Donc, les réalités géographiques font que c'est très loin. Et c'est ce que je voulais dire. Donc, ce sont des réalités historiques, des trajectoires historiques, des réalités géographiques qui ne sont pas les mêmes. Et qu'il fait que
il y a des sensibilités tout à fait différentes à des questions, des indifférences aussi, et que si la question palestinienne mobilise autant, disons, les opinions de l'Atlantique au Golfe, pour le coup, c'est que c'est une question tout à fait particulière, et c'est l'intrusion d'un élément non arabe au sein du monde arabe. Et c'est quelque chose de tout à fait particulier. Mais les querelles interarabes passionnent, quand on parle du Yémen, ou même quand on parlait à l'époque de nassérienne, de l'union entre la Syrie et l'Égypte, passionnaient assez peu les masses maghrébines. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Maintenant, évidemment, il y a des facteurs de solidarité qui sont tout à fait réels. L'Égypte, monsieur Billon. L'Égypte. Oui, c'est un crève-cœur, l'Égypte, en réalité. Bon, à la fois, ce pays reste probablement, je ne dis pas le cœur battant du monde arabe, là, je cite parce que les Syriens disent là. Non, mais chacun dit cela, ou presque chacun dit nous sommes le cœur battant, bon, etc. Donc, c'est pas cela. Mais pour des raisons liées à sa situation géographique et donc géopolitique, pour sa démographie, pour son histoire. L'Égypte est évidemment probablement le pays le moins contournable, probablement. Et ce qui est terrible, je ne vais pas vous faire un tableau de la situation politique et économique, nous la connaissons, peut-être pas suffisamment, parce que finalement les médias n'en parlent que peu, ou sauf quand il y a le voyage d'un chef d'État français là-bas. C'est un peu court, c'est dommage, parce que, évidemment, c'est un des pays qui s'est mobilisé au moment de 2011, enfin en 2011, au moment de ce début de l'onde de choc, et avec le départ de Moubarak, qui a surpris quand même beaucoup de monde, la rapidité avec laquelle cela s'est effectué montre qu'il y avait une mobilisation. Sauf que là, il y avait aussi une erreur de perspective. Moi, je ne retire rien à la portée extrêmement forte, importante, que le départ de Moubarak a eu contraint qu'il a été de le faire. Mais en même temps, comprenons bien que la mobilisation a été forte et puissante, mais n'a concerné qu'une petite partie de l'Égypte. Et pourtant, les mobilisations de 2011 ne se réduisent pas à la fameuse place Tahrir. Il y a eu dans d'autres endroits en Égypte, notamment dans des sites, sur des sites industriels, des grèves ouvrières, pour le coup. Donc tout cela a été passé sur la table. Donc il y a eu un processus de mobilisation, mais peut-être l'a-t-on un peu trop amplifié, l'a-t-on chargé d'une responsabilité qu'il ne pouvait assumer en réalité. En tout cas, depuis lors, il y a eu un phénomène régressif terrible. Du point de vue des libertés démocratiques, elles sont beaucoup plus amputées qu'à l'époque même de Moubarak. Et pourtant, elles n'étaient guère développées à l'époque. Du point de vue économique, évidemment, il n'y a aucune évidence en la matière, mais une des principales ressources, le tourisme, il était tombé bien bas, pour des raisons alors liées justement aux défis terroristes, à l'instabilité, etc. Et puis, mais c'est pas là peut-être le plus important, c'est que le gouvernement égyptien, que je ne porte pas dans mon cœur, est obligé de passer par les fourches caudines du Fonds monétaire international. Et les négociations sont terribles, parce qu'évidemment, les dirigeants égyptiens sont le dos au mur, et que le FMI en profite pour imposer les fameux plans d'ajustement structurel. C'est ça la situation. Donc non seulement il y a une croissance démographique mal maîtrisée, il y a l'arrivée, ou pas maîtrisée du tout, c'est donc des centaines de milliers de jeunes Égyptiens qui, chaque année, parviennent sur le marché du travail. Or, il n'y a pas suffisamment de travail. Quand vous allez au Caire, j'y suis allé il n'y a pas très longtemps, les services publics, mais de base, ne sont pas du tout en état de fonctionner. Les transports en commun, les dispensaires, la santé, l'école, n'en parlons pas. Donc, c'est l'expression d'un pays qui part à volo. Pour le coup, et là on voit bien les inégalités sociales, c'est que, alors je vais utiliser un mot, les capitalistes, les entrepreneurs et l'armée, qui est profondément intégrée au système, au mode de production, en profitent, eux, assez largement. Cela n'aura qu'un temps,
Parce que dans l'inconscient collectif, inconscient ou conscience collective des Égyptiens, ils n'ont pas oublié ce qui s'est passé en 2011. Donc aujourd'hui, ils sont bien sûr sur la défensive, d'autant que le facteur d'organisation de la contestation égyptienne à partir de mars-avril 2011, pas dans les premières semaines, c'était la force politique organisée. La seule force politique organisée, c'était les frères musulmans. Aujourd'hui, une grande partie des frères musulmans, ils sont en prison, ils sont torturés, etc. Donc évidemment, ils ne sont pas en situation de relancer un mouvement de contestation du pouvoir. Donc on est dans une phase terrible d'apesanteur, mais où au quotidien, la situation des Égyptiens, enfin, la majorité d'entre eux se dégrade. Et le grand problème de ce mouvement de contestation en Égypte en 2011, mais c'est vrai aussi pour les autres pays, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la question des organisations indépendantes, syndicales, politiques. C'est ça le grand manque, en Égypte comme ailleurs, car il y a eu des processus spontanés de contestation. Moi, je n'ai rien contre la spontanéité des masses, mais elle a ses limites. Il y a un moment donné, il faut des organisations capables de faire des propositions, soumettre des propositions. Et aujourd'hui, cela n'existe pas en Égypte. Les frères musulmans, je l'ai évoqué, et ceux et celles qui, en 2011, étaient les fers de lance de la contestation d'un point de vue laïque, disait-il, aujourd'hui eux-mêmes, qui ont d'ailleurs soutenu pour part d'entre eux le coup d'État contre Mohamed Morsi, aujourd'hui eux-mêmes sont obligés de se taire, voire même certains emprisonnés ou partent en exil. Donc on est dans une situation d'apesanteur politique, c'est ce que je veux dire, où le président maréchal Sissi impose ce qu'il veut. Cela n'aura qu'un temps. Alors après, vous avez posé dans votre question quelles évolutions. Pas le temps ce soir, parce que ça mériterait presque un débat en tant que tel. D'ailleurs, c'est peut-être une idée à creuser que l'IRIS organise un jour un débat en tant que tel sur l'Égypte, parce que c'est un pays dont la centralité est avérée. Merci. Je rappelle juste un chiffre sur l'Égypte. La holding armée égyptienne, c'est 25% du produit national. Oui. Voilà. Enfin, alors, un mot, Yves Aubin, Denis, avant de clore Non, c'est rebondir sur l'Égypte, parce que effectivement, alors justement sur la centralité égyptienne, il y a, comme tu le disais, cette expression très égyptienne, Omeddounia. Nous sommes cœur du. Elle appartient aux Égyptiens, mais c'est plus du tout le cas. En dehors du fait qu'il y a eu un affaiblissement dans les dernières années de Moubarak, donc de l'Égypte, et puis après, bon, il y a eu Morsi, ça a été l'échec de l'islam politique. On n'a pas parlé de l'échec de l'islam politique, et aussi bien d'ailleurs en Tunisie d'une autre manière. Mais maintenant, c'est un pays qui est sous perfusion, et c'est l'Arabie saoudite. Donc se pose le problème, quelles sont les puissances dominantes dans cette région? Moi, ce que je disais souvent, avant l'émergence des révolutions ou des révoltes dans le monde arabe, les trois puissances, en dehors des puissances internationales et des États-Unis, eh bien, ce sont des puissances non arabes. C'est la Turquie qui reste une puissance, et on voit très bien le rôle qu'elle est. C'est l'une des parties occupantes aussi de la Syrie. Et puis, il y a cette nouvelle diplomatie néo-ottomane, donc qui est à la fois sur le plan militaire, économique et culturel. Et alors, il y a un élément qui est très important concernant l'influence de l'Égypte, c'est sur le plan culturel. Souvenez-vous, il y avait une domination à la fois, donc surtout par le cinéma égyptien, par les musalsalat, c'est-à-dire les grandes séries. Et maintenant, ça s'est écroulé. Et ça a été pris le relais par des émissions syro-libanais, et maintenant ce sont les Turcs. Et surtout pendant la période de Ramadan, et avec effectivement la glorification de l'époque du califat, etc. Donc l'influence, on n'a pas parlé de l'influence turque, qui est aussi très importante. Et donc je crois que l'Égypte est affaiblie durablement. L'Arabie saoudite apparaît plus forte, mais c'est très artificiel. C'est un pays extrêmement fragile. Et là, parce que sa société est fragile par rapport, par exemple, à la situation en Iran, où c'est tout à fait autre chose. Merci, Denis. Oui, enfin, je voulais justement rebondir sur l'Égypte, justement, très brièvement. Ça a été un tout petit peu dit, c'est qu'il y a une très grande différence, par exemple, entre l'Égypte et la Tunisie. Bon, au-delà, disons, des structures sociales, du syndicalisme tunisien qui est resté quand même très fort, qui n'a pas été éradiqué sous Ben Ali ni sous Bourguiba, alors qu'il a été considérablement affaibli pendant Moubarak et même Sadat. Il n'a pas la même histoire, mais surtout l'armée. Là, on s'est enivré, disons, des images qui étaient très illusoires, sorte de fraternisation en décembre 2010
entre l'armée égyptienne et la population. On disait que la police était très répressive et que l'armée était du côté de la révolution. Et que nenni, hein, parce qu'en fait, l'armée a joué un rôle avec beaucoup de duplicité et de finesse pour éliminer une génération de généraux au profit de la jeune génération, dont Sissi est le personnage central. Mais on a oublié que l'armée n'était pas en Égypte seulement une armée, mais une puissance économique, ce qui n'est pas le cas dans les autres, enfin, ce qui n'est pas le cas notamment ce qui est le cas en Algérie, mais ce qui n'est pas le cas en Tunisie. Donc, et ça, effectivement, c'est un ancrage économique et social qui fait que cette armée, en dépit des apparences et des manœuvres qu'elle a su faire dans ces circonstances, n'était pas prête à céder le pouvoir comme ça, gratuitement et facilement. Et la suite l'a montré. Merci à tous et à toutes. Le débat est clos. Et merci à Didier. Pardon, excusez-moi, On est en vente depuis fin avril. Non, mais quand j'ai dit aucun agrément, je veux dire au niveau de l'opinion. Ça fait plaisir. Notre ego.